Alors, nous allons reprendre notre colloque, hein, la dernière session du colloque qui porte sur la claustrophilie, avec la première intervenante cet après-midi qui est Roula Matar. Roula, donc tu es architecte, docteur en histoire de l'art de l'Université de Rennes, de Haute-Bretagne. Tu es maître de conférence en histoire et culture architecturale à l'école de Versailles, où tu enseignes l'histoire de l'architecture du XXe siècle. Tes travaux portent sur les croisements entre les disciplines et notamment sur les rapports entre art et architecture au XXe siècle. Tu as publié de nombreux articles sur ce sujet, sur les utopies architecturales d'après-guerre et sur l'art américain des années 60-70 et en particulier sur Gordon Matta Clark et ton dernier ouvrage, L'architecture selon Gordon Matta Clark, est paru, vient de paraître en effet en janvier 2022 aux éditions Les Presses du Réel. Alors, ton intervention donc, porte sur une œuvre, l'œuvre d'un artiste qui est Stéphane Tidé, et elle est intitulée comme l'œuvre de cet artiste, hein, From Walden to Space. Alors, je te passe la parole, peut-être le micro. Vous êtes en train d'entendre un extrait de
bande sonore composée par Stéphane Tidé. Stéphane Tidé, artiste né en 1974. Et ce sont là les dernières phrases du livre de Walden, Or Life in Woods, de Henry David Thoreau, hein, qui étaient lus par l'acteur Gord Mackenzie. Et ce n'est pas un hasard, je pense que vous le comprendrez bientôt, enfin peut-être que vous pouvez aussi en avoir une idée, ce n'est pas un hasard si je choisis de commencer cette conférence par la fin, hein, de ce livre. Alors cet extrait sonore correspond au premier épisode de From Walden to Space, qui est une composition, un paysage sonore que Stéphane Tidé va circonscrire dans un disque vinyle produit en 2014. L'objet que nous étudions constitue, lui, le second chapitre. Hein, et comme l'indique le sous-titre, From Walden to Space, Chapter 2, The Hut. Il est réalisé par l'artiste en 2015. Donc, ces deux chapitres sont encadrés par deux références importantes. D'une part, Walden, Or Life in Woods, donc de Thoreau, et d'autre part, comme vous pouvez le voir ici et l'entendre plus loin, le programme Mercury 7 hein, de 1958 de la NASA. L'objet que vous voyez là, qui m'intéresse, est une hybridation. Hein, il est une réplique simplifiée de la capsule de la mission spatiale, mais construite à la manière de, pour le dire avec Michel de Certeau, à la manière de Walden, à la manière de Thoreau, hein, c'est-à-dire en bois. La cabane et la capsule, deux habitacles de protection et d'isolement dans la nature, coexistent ainsi dans une sorte d'étrangeté à la tonalité déceptive. Mais cette association et son déplacement intrinsèque semblent également dire un possible nouveau refuge qui est situé dans cet interstice que l'artiste appelle le hors-champ, et dont je chercherai à préciser les contours pour voir ce qu'il peut apporter en fait à notre réflexion sur la claustrophilie et sur la définition de la claustrophilie telle que l'a exposée Annalisa hier dans son introduction au colloque. Dans son télescopage, Stéphane Tidé interroge l'autonomie, la solitude de l'homme en articulant des mythes collectifs et des mythologies personnelles, en évoquant ainsi le voyage stellaire et le jardin perdu de l'enfance, où l'imaginaire peut construire ses jeux d'espace et des mondes dans ses cabanes. Ce sont là donc des aspects qui ont été aussi souvent développés, que j'interpellerai seulement par touche. Je préfère insister cette fois dans cette communication sur le rapport entre le dedans et le dehors que décline cet objet habitacle, et me poser la question de ce qu'il peut nous dire de ce rapport spatial qui est constitutif de l'habité. Et plus que des réponses, je propose en fait d'évoquer quelques pistes de réflexion qui sont inspirées par cet objet et qui resteront fragmentaires et ouvertes. Alors, From Walden to Space dit déjà l'importance accordée au son, qui est donc le premier moment qui justifie la forme de cette hutte singulière. Le son vient en modeler et en sculpter l'espace. Hein, l'intérieur contient un tableau de commande qui est constitué d'un ensemble de synthétiseurs analogiques, modulaires, qui sont voilà, des instruments utilisés par Stéphane Tidé pour réaliser lors donc, de la nuit de la philosophie en 2015, lors de la première présentation de cet objet, une performance sonore de 9 heures qui va durer donc toute la nuit. Et comme le dessine déjà l'extrait sonore de l'introduction, on voit poindre deux tropismes qui vont se déployer aussi dans cet objet fascinant. On va voir d'une part apparaître et se développer le lexique sonore interstellaire d'un très lointain, et d'autre part le bruit de la nature et de ce proche-là. Donc, déplacement et nature sont ici à l'œuvre. Ce sont aussi deux mots-clés, deux mots caractéristiques de la pratique que déploie Stéphane Tidé depuis une vingtaine d'années. Deux mots-clés qui se rattachent aussi à ses premières visites, qui sont des visites de muséums d'histoire naturelle. Donc ce sont des expériences qui ont eu un fort impact aussi, comme il le rapporte dans un entretien,
en 2017, il dit « Le fait de rassembler en des salles fermées des morceaux du monde extérieur qui m'a interpellé. Les éléments naturels s'y retrouvent chargés d'un nouveau potentiel. Cette décontextualisation m'intéresse particulièrement, comme si les éléments avaient la capacité de se réinventer. » Fin de citation. Avec son titre, ici le terril de dimensions variables, on a 2 tonnes de confettis noirs qui construisent un tas très dense qui évoque les terrils des régions minières du nord de la France et de la Belgique. Et ce fragile confetti devient ici un nouveau matériau, à la fois organique et artificiel, lourd et volatile. Il devient quelque part indéfinissable. Et Stéphane Tidé joue de cette impression ambiguë en opérant un changement d'échelle, cette échelle qui nous fait douter sur la nature du matériau qui constitue ce terril. Il est intéressant de voir comment ce changement d'échelle nous fait basculer ce confetti de l'univers de la fête foraine à celui de l'industrie. Vous avez là un exemple des déplacements opérés par Stéphane Tidé. Vous avez des déplacements, des porosités du dehors, je le disais, qui sont donc marquées par ces expériences du Muséum d'histoire naturelle. On a des détournements. Donc, ce sont autant de qualificatifs de sa stratégie. Il importe de les souligner, ces notions, tout comme il semble important aussi de préciser que si plusieurs gestes relèvent aussi bien de la sculpture, de la performance, de la vidéo, de la photographie ou de l'installation, Stéphane Tidé dira sa résistance aussi vis-à-vis du mot sculpture qu'il trouve beaucoup trop restrictif, puisque ses travaux relèvent plutôt que de l'installation et peut-être encore mieux de situation, pour peut-être un peu planter le cadre de l'intervention. Et les situations de Stéphane Tidé sont souvent aussi liées à une idée de désordre. Olivier Schaeffer parle, je le cite, d'orchestration du désordre mise en œuvre à travers un ensemble de déplacements inquiets. Donc par le court-circuitage du réel, par des greffes de l'artifice et du naturel. Et cette orchestration du désordre vraiment constitue la force fictionnelle de l'ensemble des travaux de Stéphane Tidé. Autre notion importante qui nous concerne aussi, qui concerne From Walden to Space, c'est la mythologie enfantine, qui joue aussi son rôle de matrice dans la production de Tidé. Et pour cette pièce que vous voyez, le nid, c'est un morceau de bois donc, que l'artiste a récupéré, une sorte de branche dans une rivière, il l'a creusée, jusqu'à ce que l'espace soit suffisant pour y stocker ces billes de petits garçons. C'est une manière, comme le font souvent les enfants, les garçons, de cacher un trésor où ces billes deviennent des diamants. Stéphane Tidé, petit, a habité avec ses parents dans une maison qui était noyée dans un grand jardin, qui a été pour lui un espace de liberté fait de merveilleux et de mystère, mais aussi un lieu fondateur, dont on retrouve les échos dans nombreuses œuvres et déclinaisons. Et il y a dans la cabane de From Walden to Space un lien aussi avec cette quête du paradis perdu, de l'enfance. Et à ce sujet, Stéphane évoque ce rêve d'enfant d'être ailleurs. Un ailleurs qui pourrait encore ne pas être complètement exploré. Un espace de tous les possibilités. Cet ailleurs se trouve être aussi au fond du jardin. Un autre lieu privilégié qui, je le cite, peut aussi être un espace sans limite, comme l'espace du cosmos. Ce qui l'intéresse, c'est cette forme fantasmée de l'ailleurs, avec ses archétypes, et surtout son caractère inatteignable, la façon avec laquelle elle intègre fatalement la déception. From Walden to Space cristallise ainsi ces 2 terrains d'exploration, du lointain et du proche, du cosmos et du fond du jardin. Elle contient un écho de cette déception-là. Sans doute son immobilité aussi lourde, écrasante, y contribue,
c'est là aussi une autre idée importante dans la démarche de l'artiste que l'on retrouve dans cette autre pièce, cette notion de voyage immobile ou cette sorte d'empêchement en fait. Ce voyage immobile est présent, hein, c'est aussi une notion qui parcourt ses travaux. On la trouve dans cette pièce que je considère un peu comme lunaire, qui recoupe cette situation de frustration et d'imaginaire fantasmé. Hein. Une autre pièce déceptive et paradoxale, c'est une tente en acier. Hein, donc, dont le matériau, voilà, une légèreté, mais donc avec une implantation humaine empêchée, immobilisée par le poids de la matière, immobilisée par la gravité. Hein. Et donc, ça, c'est aussi une idée qui parcourt son travail, cette idée de promesse non tenue, hein, que l'on retrouve aussi dans la capsule cabane. Mais l'idée de claustration que décline l'objet cabane, capsule de From Walden, est loin de certaines expériences extrêmes menées par des artistes, comme ici celle de František Ležák dans Sand Experience de 1972, lorsque l'artiste s'immerge entièrement dans le sable jusqu'à disparaître totalement. Il y a une série de 15 photographies qui restituent ce qu'il appelle l'état de tension physique et mentale consécutif à l'enfermement dans le sable. From Walden to Space est aussi loin de ces autres claustrations que vit Absalon dans ces cellules immaculées dans lesquelles il se retire. Il est tout aussi loin de cette autre claustration que subit Abraham Poincheval dans ses performances, comme ici dans Pierre, une performance menée au Palais de Tokyo, au cours de laquelle donc, il va habiter cette pierre pendant une semaine et pour, il dit, échapper au temps et éprouver la vitesse du minéral. Ou habiter dans un ours, aussi il fera cette expérience en 2014 au musée de la chasse et de la nature. Il passe 13 jours dans un ours naturalisé pour faire l'expérience de cette hibernation. Non, From Walden to Space ne propose pas de telles expériences extrêmes de la claustration. Ce qui l'éloigne de ces expériences est sans doute son tropisme stellaire, son extension orbitale ou sa référence à la capsule spatiale Mercury, conçue en 1958 dans le cadre de ce programme de conquête de l'espace de la NASA, dont la mission a été d'envoyer des hommes sur orbite dans l'espace. Et ce tropisme stellaire est premier, il ne faut pas l'oublier, c'est l'autre pendant central de la pièce, c'est le premier épisode qui explore la capacité du son à investir sculpturalement tout l'espace d'écoute. Et là, je dois faire, je dois vous faire écouter un petit extrait de cet espace justement, cette référence stellaire. Si j'arrive à... tu vois, je n'arrive pas à faire comme tu fais. Ah, voilà. Donc, on peut faire partir. Ouais. Merci. Voilà, donc vous venez d'entendre ici la voix de l'astronaute Scott Carpenter.
Vous venez d'entendre ici la voix du spationaute Scott Carpenter qui a effectué un seul vol dans l'espace le 24 mai 1962. Et donc, il a effectué 3 orbites à bord du Mercury 7. Hein. Donc, vous voyez, dans cette bande sonore, on a ces 2 références qui encadrent ce travail que j'évoquais au début, dans mon introduction. D'une part, cette lecture de Walden et d'autre part, voilà, cette voix venue du très lointain. On connaît l'impact de ces recherches donc, dans l'imaginaire. Il est lisible aussi dans le champ architectural durant les années 60, dans de nombreuses propositions expérimentales, et on aurait pu aussi trouver, je pense, une intervention dans ce colloque sur ce sujet-là. Mais voilà, la proposition de Tidé, elle, n'entend pas proposer d'alternative d'habiter, et de ce fait, elle s'éloigne de ces architectures expérimentales par la construction d'une réplique en bois, d'une réplique dont d'ailleurs aussi avec un traitement assez brut de sciage de ce bois qui est donc du Douglas et du Red Cedar, par l'usage aussi de moniteurs électroniques spécifiques qui relèvent également de techniques de montage lentes. La capsule cabane capsule de Tidé propose, elle, une réversion technologique plutôt. On a l'impression aussi que cette capsule cabane a échoué dans cet espace-là, comme d'ailleurs a échoué le monolithe extraterrestre dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. D'ailleurs, on pourrait aussi penser à Moon Camp, pouvant aussi évoquer ce monolithe noir. La capsule cabane de Stéphane Tidé s'organise ainsi suivant le même schéma que décline le film de Kubrick, qui est aussi une référence centrale de cette génération d'artistes. Et la structure de From Walden s'organise suivant le même schéma rétrocipatif, c'est-à-dire de ce qui entretient la confusion entre le dessin et l'origine, entre passé et futur, et dans la superposition voilà, de cette capsule et de la cabane. Alors que le film de Kubrick est une œuvre d'anticipation, il commence pourtant par reporter le spectateur vers les temps immémoriaux de l'humanité, aux origines animales de l'homme. Et le film se clôt par une séquence qui est une sorte de scène originaire où la renaissance de Bauman sous la forme d'un fœtus astral flotte près de la Terre. Dans Bulle, Peter Sloterdijk a rappelé comment le séjour à l'intérieur du ventre maternel a dès lors et constamment le caractère de ce qui vole. Au final, comme le dit très bien aussi Arnaud Pierre, 2001, l'Odyssée de l'espace signifie très profondément que le cosmos n'est donc pas le cadre d'aventures futurologiques, mais avant tout une évocation rétrocipative du milieu matriciel original. Ce que dit d'ailleurs cette citation, en fait, ces propos Eliot dans ce poème. Hein, nous ne cesserons pas notre exploration et le terme de notre quête sera d'arriver là d'où nous étions partis et de savoir le lieu pour la première fois. On sait que les membres de la mission Apollo 8, donc exactement contemporaine de la sortie du film de Kubrick, ont été les premiers hommes à admirer ce lever de terre au-dessus de l'horizon lunaire. Ils ont déclaré d'ailleurs qu'après avoir accompli tout ce voyage, la chose la plus importante qu'ils ont découverte était précisément la Terre. Hein, et leur témoignage, comme celui des photographes de la planète depuis l'espace, est historiquement crédité d'avoir accéléré la prise de conscience écologique de l'isolement et de la fragilité de la Terre. Cette expérience, que l'on nomme l'expérience du Overview Effect, étudiée par Frank White, est très marquante. Donc, dans ce retour à la Terre et dans l'émergence de cette conscience écologique, Thoreau, bien sûr, joue son rôle, tout comme son maître Emerson. Et c'est là aussi que se superposent la capsule et la cabane de Walden, de Stéphane Tidé, comme le montre très bien ce collage ou cette ellipse visuelle. On peut d'ailleurs évoquer ici, au passage, je pense que c'est symptomatique, cet usage de l'illustration aussi du XIXe siècle et son détournement, encore un détournement.
Et c'est une autre stratégie qui appartient à ces tendances rétrocipatives qui sont visibles dans l'art d'aujourd'hui. Et on peut citer ici la série des rétroprojections réalisées depuis 2007 par un artiste de la même génération de Stéphane, Laurent Grasso. Ce sont là des sérigraphies argentées qui agrandissent des images qui sont tirées d'archives, de documents officiels. Et ces images proviennent d'illustrations d'ouvrages scientifiques. Plusieurs sont empruntées à l'astronomie populaire de Camille Flammarion, qui est un ouvrage de 1879. Et elles illustrent des phénomènes célestes, éclipses, comètes, météorites, constellations. Grasso définit ces rétroprojections comme des projections du passé vers le futur. Mais si l'on revient donc à la Terre, si l'on revient à Walden et donc à cette expérience dont Thoreau nous rend compte, Walden, c'est le compte-rendu de 2 années de vie simple que Thoreau passe à l'écart de Concorde, à l'écart juste, il faut le rappeler, de seulement 2 kilomètres de Concorde, dans une cabane dans laquelle il a pu mener une vie dans les bois, comme l'indique le sous-titre de la première édition du livre de 1854. On sait pourquoi il se retire, je le cite, « Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie et voir si je pouvais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, non pas quand je viendrais à mourir, découvrir ce que je n'avais pas vécu. Ce qu'il me fallait, c'était vivre abondamment, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en spartiate, pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie, couper un large andin et tordre ras, acculer la vie dans un coin, la réduire à sa plus simple expression. » Donc, Thoreau vit dans une cabane qu'il construit lui-même. Cette cabane, il ne faut pas l'oublier, elle est sans fondation. Construire une cabane, c'est précisément ne rien fonder, même si, comme l'a justement souligné Gilles Tiberghien, dans ce très beau petit livre qui s'intitule « Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses », Tiberghien nous dit « Cela n'exclut pas une expérience fondamentale, une expérience du sol et de l'environnement, mais pas de stabilité ou des racines. C'est plutôt l'ordre, le propre en fait de la demeure. » Donc là, la cabane, elle est au contraire arrachée à la demeure. Elle relève du nomadisme et nous avons oublié aussi ce rapport au dehors. Ce que semble d'ailleurs regretter Thoreau lorsqu'il écrit « Nous ne campons plus sur terre comme pour une nuit, mais nous y sommes fixés et nous avons oublié le ciel. » Nous avons oublié le ciel. Et Thoreau le regarde souvent, il le décrit, et même étend la compréhension de l'espace terrestre dans une projection dans l'espace céleste. Par exemple, je le cite, « Où je vivais était aussi loin que maintes régions observées de nuit par les astronomes. Nous avons coutume d'imaginer des lieux rares et délectables en quelques coins reculés et plus célestes du système, derrière la chaise de Cassiopée, loin du bruit et de l'agitation. » Ou bien encore cette très très belle phrase « Je voudrais boire plus profond, pêcher dans le ciel, dont le fond est caillouté d'étoiles. » Nous avons oublié le ciel et nous avons oublié le dehors, et la cabane justement questionne ce rapport, ce jeu dedans-dehors, en rendant les espaces poreux. Et c'est là une surprise que j'ai faite en lisant Thoreau, en comprenant que la cabane est en fait une structure poreuse, ce n'est pas un refuge. Ce que dit Thoreau lorsqu'il écrit « Je n'avais pas besoin de sortir pour prendre l'air, car l'atmosphère à l'intérieur n'avait rien perdu de sa fraîcheur. C'était moins porte close que derrière une porte que je me tenais, même par les plus fortes pluies. » Il est tout aussi délicieux de le lire raconter un peu plus loin dans cet extrait, carrément une confusion des milieux. Il écrit « Telle n'était pas ma demeure, car je me trouvais soudain le voisin des oiseaux, non point pour en avoir emprisonné le moindre, mais pour m'être mis moi-même en cage près d'eux. » Et ce mélange, cette confusion de milieux, et lui qui se retrouve en fait finalement dans cette cage qui est aussi une structure poreuse, comme la cabane, est assez surprenant. Et ce rapport spécifique de Thoreau à la nature, ce rapport du dedans-dehors, est aussi une leçon que retiendra Frank Lloyd Wright. Et ça, on le sait. On retrouve cette même porosité de la maison lorsque Wright écrit «
je commençais à concevoir une maison non pas comme une caverne, mais comme un abri à l'air libre. Ces conceptions convergentes montrent que je suis née en Amérique, un enfant de la terre et de l'espace. Et on sait combien donc Wright a ouvert la maison, a rendu son espace fluide en multipliant, en détruisant la boîte et en multipliant donc les espaces intermédiaires, les espaces de transition, les seuils. Il a prolongé cet intérieur vers l'extérieur et inversement invité l'extérieur à l'intérieur dans ce rapport ouvert. Donc, au final, la cabane de Thoreau, elle est toute en extériorité, elle se retourne l'espace. Et lorsqu'il dit « ma meilleure pièce, mon salon, c'est le bois de pin derrière la maison ». Hein, ou lorsque, pour laver son plancher, il sort tous ses meubles dehors et observe, je le cite, « rien n'était amusant comme de voir tous mes ustensiles de ménage sur l'herbe, en petit tas, comme un ballot de bohémien, là debout au milieu des pins et des noyers. Ils avaient l'air contents eux-mêmes de sortir et comme peu disposés à se voir rentrer. J'avais parfois envie de tendre une toile au-dessus d'eux et de m'établir là. » Chez Stéphane Tidé, il y a cette même idée de porosité du dehors. Je l'évoquais dans l'introduction, dans sa démarche, mais aussi dans From Walden. Et il y a aussi une même idée d'introduction de ce dehors à l'intérieur. Cette même inversion l'intéresse beaucoup. Lorsqu'il propose ici, avec le refuge, en 2007, et qui a été donc exposé en 2014 dans une exposition au Palais de Tokyo intitulée Inside. Une cabane dans laquelle le dehors est introduit dans le dedans. Une cabane dans laquelle une pluie tombe en continu. Et c'est là peut-être une image de ce qui nous traverse. Et là peut-être ça peut toucher à certains territoires de la claustrophilie si l'on considère cet espace comme un intérieur. Voilà ce qui nous traverse lorsque, c'est là une image intérieure de ce qui se passe lorsque nous nous replions sur nous. Et peut-être pour prolonger cette interprétation, nous pouvons aussi évoquer cette œuvre donc, qui est produite à partir de refuges qui s'intitule Journaux de bord, qui convoque ce retournement aussi vers l'intérieur. Et ce sont là des piles de livres qui sont entassés à l'intérieur de la cabane de refuge, donc, et qui vont prendre l'eau pendant les 3 mois que dure l'exposition, hein, et donc qui vont être sculptés par cette pluie à l'intérieur de la cabane et se transforment, selon Stéphane Tidé, en micro-paysages qui sont parsemés de mots. Et il les appelle les journaux de bord. Ces micro-paysages imaginaires résonnent aussi avec les paysages sonores du premier épisode de From Walden to Space. Et ces extensions sonores et spatiales rappellent cette idée que la cabane est aussi une étendue. Hein. L'étendue n'est pas seulement celle que voit Thoreau depuis le pas de sa porte, depuis le seuil. L'étendue est intrinsèque à l'idée même d'habiter en Amérique, dans la définition de la frontière que donne l'historien américain Frederick Jackson Turner dans sa célèbre conférence « L'importance de la frontière dans l'histoire américaine » qu'il donne donc en 1893. Si pour un Européen, une frontière sépare 2 États et correspond à une limite entre 2 entités, de même niveau logique, l'idée de frontière, au sens que Turner a donné à ce mot, désigne plutôt une limite, mais qui exige, de par sa nature même, d'être sans cesse repoussée entre la zone conquise sur la sauvagerie et cette sauvagerie même temps qu'elle correspond à un partage toujours à reprendre entre le plein et le vide, le cultivé et l'inculte, la lumière et l'obscurité. Cette définition façonne l'horizon et le paysage imaginaire qui dit combien aussi le paysage rêve se calque, se superpose à celui géographique, combien l'espace de la pensée se calque aussi sur celui de la géographie. Et ça, cette idée-là, plusieurs commentateurs l'ont souligné. Et on dit combien, et je cite ici par exemple Deleuze qui évoque cette littérature américaine, il dit « tout y est départ, devenir, passage, saut, démon, rapport avec le dehors. Il crée une nouvelle terre. La littérature américaine opère d'après des lignes géographiques. La fuite vers l'ouest, la découverte que le véritable est est à l'ouest, le sens des frontières comme quelque chose à franchir, à repousser, à dépasser. » Fin de citation. Partir, traverser des horizons. Ainsi fait l'œil aussi de Thoreau. Il vagabonde quand il écrit «
Quoique de ma porte la vue fût encore plus rétrécie, je ne me sentais le moins du monde à l'étroit plus qu'à l'écart. Il y avait suffisante pâture pour mon imagination. Le plateau bas de chênes à arbrisseaux jusqu'où s'élevait la rive opposée de l'étang s'étendait vers les prairies de l'ouest et les steppes de la Tartarie, offrant place ample à toutes les familles d'hommes vagabondes. Et il continue, dit « Il n'est d'heureux par le monde que des êtres qui jouissent en liberté d'un large horizon. » Et Thoreau utilise ici un terme important, le terme vagabonde. Pierre-Yves Pétillon, dans un très beau petit livre intitulé « La Grande Route », explique que le vagabondage est une stratégie à laquelle toute cette génération de la Renaissance américaine a recours et qui définit son épistémologie. Emerson, Thoreau, Melville, l'œil qui vagabonde n'est plus asservi par l'architecture d'ensemble. Je cite ici Pierre-Yves Pétillon. L'œil qui vagabonde n'est plus asservi par l'architecture d'ensemble, mais émerveillé par le détail des choses, de chaque détail particulier. Le texte américain étant fait de feuilles d'herbe, plus encore que de la surface qui les enclôt. C'est l'œil qui, débarrassé des images anciennes, qui l'offusquait, voit pour la première fois, à l'œil nu, les détails d'un monde éclaté et dépouillé, où le jeu se dépouille aussi de sa livrée étrangère, largue les frusques qui l'encombrent, ayant rejeté les défroques du monde ancien, va à la rencontre du soleil, à l'œil nu. Fin de citation. Cette idée qu'évoque ici de très belle manière Pierre-Yves Pétillon, le vagabondage, c'est une manière aussi de laisser du jeu au monde. Il s'agit de le frôler plutôt que de le saisir, hein, plutôt que de s'en saisir, puisque toute prise étant aussi une emprise du monde sur celui qui prend. Et ce vagabondage correspond aussi à la démarche de Stéphane Tidé, et plus précisément au modus operandi qui génère également la bande sonore, qui est donc le premier épisode de From Walden, et la performance également. Et tout comme Thoreau, Stéphane Tidé observe au préalable, pendant plusieurs semaines, très attentivement, les sons qui l'environnent. Hein. Il y a une approche objective, presque scientifique des bruits du monde. Il fait des observations, des expériences dans son appartement, en faisant vivre des modules pour observer leur aptitude à générer des sons aléatoirement, donc des formes de musique qui se génèrent elles-mêmes. Il observe comment ces sons s'infléchissent en fonction des modifications infimes de cet environnement, par exemple les champs magnétiques. Il observe les variations des sons selon la variation de la tension électrique ou du déplacement d'un fil ou de la position d'un corps. Donc il a cette attention ténue à l'instant et cette observation précise qui sont là des empreintes aussi importantes de Thoreau, de sa lecture de Thoreau. Puis avec ce matériau, Stéphane Tidé construit non pas une histoire, mais il va construire un flux. Et c'est plus important, hein, c'est important de souligner cet aspect-là. Ce n'est pas là une histoire, mais un flux qui use de la force du synthétiseur, de sa capacité à évoluer organiquement en fonction des infimes modifications des paramètres. Mais donc sans le diriger, en lui donnant seulement des impulsions, donc sans le contrôler, et en frôlant ainsi le son, plutôt que d'avoir une emprise sur lui, comme un vagabond. Pierre Baumann a cette très belle formule, il écrit « Le son a une force animale, il a sa vie sauvage ». Dans ce même texte de Pierre Baumann sur ce travail de son de Stéphane Tidé, Baumann rappelle combien aussi Tidé a dit avoir été marqué par l'œuvre d'Eliane Radig, qui est une figure majeure de la musique électronique, donc qui va découvrir dans les années 70 à New York le synthétiseur mythique Buchla, puis ARP 2500, qui sera son instrument entre 1970 et 2000. Alors pour Radig, la recherche a commencé par un lent travail de découverte des potentiels sonores de l'instrument, puis elle va progressivement délaisser l'accessoire pour aboutir à une sorte de minimalisme radical. Et ce minimalisme radical est une autre écologie sonore, donc après celle que décrit d'ailleurs aussi Thoreau dans son chapitre dédié au bruit. Le minimalisme de Radig fait l'éloge de la lenteur, de l'allongement extrême des sons vibratoires et de l'usage des drones aux variations infimes, organiques et méditatives. Avec l'allongement du temps, on vit une déformation du temps.
et une amplification des sens. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Stéphane Didet avec la performance L'Orchestre. Ici, l'orchestre et la mort attendra de 2013 en proposant de ralentir la mort d'Az, donc de Grieg, qui est un extrait de Peter Gynt, et il veut retarder l'instant d'une fin annoncée. Et la musique est 4 fois plus lente, à la manière d'un disque qui tourne voilà, à la mauvaise vitesse. Le morceau initial, qui dure 4 minutes, est étiré pour durer 16 minutes. Et l'ensemble change d'octave et les distorsions et les artefacts commencent à apparaître. Et c'est là un autre exemple de ce qui se produit également dans le premier épisode de From Walden, avec le lexique sonore stellaire, la répétition, les cycles. Il se crée un temps isolé qui n'appartient qu'à lui-même, comme le dit Stéphane Didet. Et voilà comment, en pensant au départ, évoquer deux formes d'isolement dans la nature, je me retrouve à parler d'extériorité, d'étendue, d'horizon, de paysage imaginaire, de vagabondage, et je me retrouve aux frontières de la claustrophilie ou aux lisières de la claustrophilie. Et je me retrouve dans un espace intermédiaire qui est aussi celui donc, de la dialectique, qui est né de l'association entre cabane et capsule, dans ce hors-champ qu'appelle Stéphane Didet, à propos de voilà, cet espace qui relie ces deux références. Je me retrouve plus exactement, il me semble, sur le seuil de la porte. Et dans ce rapport dedans-dehors, je peux soit diriger mon regard vers l'intérieur, et vous pouvez dès lors considérer tout ce que je viens de dire de ce point de vue, ou vers l'extérieur et le considérer dans l'autre sens, dans son ouverture à l'immensité. Mais dans ce rapport dedans-dehors, la porte n'est pas un élément anodin. Et je vais finir sur cette évocation encore un dernier petit texte très beau de Georges Simmel, donc Le Pont et Porte, publié en 1909, donc ce sociologue qui est le penseur aussi des frontières, et qui montre comment une porte illustre parfaitement une corrélation duelle. La porte est une figure paradigmatique de l'ambivalence, où séparation et raccordement ne sont que les deux aspects d'un même acte. Il montre ce potentiel de déploiement de sens induit par la simple réalité d'une porte, qui est donc cette jointure entre l'homme et l'espace, mais qui est aussi l'abolition de la séparation entre intérieur et extérieur. Il écrit, et je vais finir sur ces dernières phrases de ce court extrait, « Et l'homme est tout autant l'être frontière qui n'a pas de frontières. La clôture de sa vie domestique par le moyen de la porte signifie bien qu'il détache ainsi un morceau de l'unité ininterrompue de l'être naturel, mais de même que la limitation informe prend figure, de même notre état limité trouve-t-il sens et dignité avec ce que matérialise la mobilité de la porte, c'est-à-dire avec la possibilité de briser cette limitation à tout instant pour gagner la liberté. Je vous remercie. Merci à toi, Roula, pour cette lecture très fine, touchante, très poétique de cet objet, de From Walden to Space, qui analyse un peu comme une caisse de résonance de la culture de son époque, mais de sa propre culture, de sa propre connaissance, de son propre savoir. Et je m'interrogeais, bon, je comprends pourquoi tu n'as pas nous montré l'intérieur. Nous, on est resté un peu sur le seuil. Mais est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as des images de l'intérieur? Oui, de la capsule, de la cabane. Capsule. Elle est visible dans les premières images. Ah, d'accord. On voit, où l'on voit, en fait, voilà, ça c'est l'intérieur. Il est essentiellement constitué de cette table de mixage qui va lui permettre de faire cette performance, de composer du son pendant 9 heures. C'est vraiment l'objet de cette capsule. Donc c'est une sorte de cabinet. Voilà, c'est une boîte pour la musique, conçue pour accueillir voilà, cette... Et donc c'est un objet,
c'est un petit objet qui est installé dans un intérieur. C'est un intérieur qui est installé dans un intérieur. Oui. Quelles sont les qualités de cet intérieur? Donc, comment il l'a orienté par rapport aux qualités de l'espace, par rapport, par exemple, aux fenêtres, aux ouvertures sur paysage. C'est complètement indépendant. C'est indépendant. pensé en tant qu'objet, en tant qu'artefact, mais pas seulement en fait, parce que ce qui l'étend, c'est plutôt la pièce sonore qui donc justifie cet objet et comment dire, lui donne une extension spatiale. Et il est séparé par un rideau Non. Non, on le voit là. Oui, on le voit ici. Et en fait, il est à l'intérieur de la capsule et il est en train de performer, de faire sa performance, donc de composer. Il y a des enceintes qui sont placées au bout de la capsule et donc qui diffusent le son. Et donc c'était une performance. Cette capsule arrive donc après cette première composition sonore sur ce disque où on trouve déjà ces deux références, ce collage nature technique et donc il lui donne cette forme-là donc pour ce deuxième chapitre, cette capsule pour surtout en fait faire du son, faire de la performance au moment où il le présente la première fois. C'est ce que j'ai répondu. Oui. Oui. Merci. Oui. Il se met dans sa capsule et il compose pendant 9 heures Voilà. avec sa table de mixage et il y a une diffusion dans la pièce Voilà. où se trouve. Mais donc ça relève de quel statut? Tu parles de performance, donc c'est une performance. Oui, une performance. Oui, une performance, une situation, comme je le disais aussi. C'est là aussi que je comprends aussi pourquoi Stéphane Didet résiste à cette idée de sculpture qui est plutôt restrictive. Mais parler de situation englobe à la fois l'objet, le paysage sonore, le moment de la performance, cette temporalité. Je trouve que c'est beaucoup plus à la fois ouvert et précis par rapport à ce qu'il dit, moins restrictif. En effet, et est-ce qu'il y a un public quand il performe? Alors, je sais que ça a été présenté donc, durant la nuit de la philosophie en 2015 à New York, et donc il y avait du public, et c'est ce qui justifie aussi la longueur de la performance, puisqu'elle a duré toute la nuit, les 9 heures de performance. Voilà, ça. Ensuite, il en a tiré une bande sonore, mais bon, beaucoup plus courte, qui dure. Et les ouvertures, donc la grande ouverture permet de le voir en train de composer. Et il y a une toute petite ouverture. C'est pas forcément pour répondre à la question que Oui. C'est une petite remarque. Déjà, merci beaucoup de l'ensemble, j'ai adoré. Ça n'étonnera pas ceux qui me connaissent un petit peu. On avait invité Abraham Poincheval, qui n'a pas répondu. Bon, peut-être pour le tome 2 de Claustrophilie, s'il y a. Et donc, ce que j'ai compris dans votre exposé, c'est qu'effectivement, Stéphane Didet, il n'est pas dans une occupation fonctionnelle de la capsule, comme Absalon avait envisagé pour, je crois, habiter sur tous les continents. Puis Oui. malheureusement, il est mort entre-temps. Enfin, bon. Oui. Et alors, sur les ouvertures, justement, moi, je suis un peu déçue que Didet n'ait pas exploré l'habitabilité intérieure de la capsule. Et en fait, ce qu'il garde et qui relève de l'habitabilité, ce sont les ouvertures. Alors qu'il fonctionnalise encore plus, parce qu'en fait, dans la capsule initiale, la petite fenêtre sur le dessus est vraiment une fenêtre, et qui en plus, à l'époque, ne servait à rien. C'est les pilotes qui étaient des pilotes d'avions à l'époque, qui ont été voir les promoteurs de la NASA en disant mais nous on a besoin de voir où on pilote, alors que c'était quand même très très automatique, et il y a eu un peu un bras de fer pour qu'ils aient une fenêtre pour regarder et pas juste être des robots comme si c'était des singes en fait, puisque quand même le premier américain dans l'espace c'était un singe, ça les États-Unis s'en sont pas encore remis, et la grosse ouverture c'est une porte, c'est la porte de la capsule. Donc ce qui est assez drôle, c'est qu'il a dépouillé l'intérieur
de toute fonction autre que le mixage, hein, et c'est déjà super, mais en ultra fonctionnalisant déjà un élément architectural et non pas d'architecture intérieure et de design, encore moins, c'est là où je suis très déçue. Mais Oui, et c'est ça aussi qui me fait penser qu'il y a du public, puisque là il y a vraiment une mise en scène du dedans et du dehors, et s'il n'y avait pas du tout, enfin Point Cheval il y avait du public aussi, mais il était complètement dedans. Mais sur l'image que vous avez montrée, alors ça je connaissais pas le dispositif in situ dans son rocher. La télé, voilà. Voilà, c'est une retransmission. Qui retransmettait, il était à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ça, je savais pas. Et ce qu'il a fait plus tard, Point Cheval aussi, c'est qu'il a couvé des œufs. Pendant la même exposition. Ouais, au même endroit, mais 16 jours. Il a couvé des œufs qui ont éclos, qui ont été jusqu'au bout, quoi. Je crois qu'il a bien veillé à ce que les oies en question soient mis à un endroit où elles ne soient pas bouffées pour le prochain réveillon. Et il a dit, alors par rapport à la fenêtre et tout ça, je trouve ça assez intéressant, que ça avait été sa performance de confinement la plus dure. Parce qu'en fait, d'être au regard de tous, parce qu'il était vraiment dans une sorte de grosse couveuse, pour le coup, il ne pouvait pas être dans son intériorité, quoi. Ça le forçait à être... bon, voilà, c'était juste, en fait, je voulais réagir, pardon, Nathalie, sur l'ouverture de ça, quoi. Oui, mais c'est vrai que j'aurais pu montrer, Stéphane m'a donné des images de ces croquis. Il a travaillé à partir de cette capsule qu'il a donc simplifiée, qu'il a reprise, en fait. Hein. C'est vraiment une réplique. Non, c'était pas le projet, non, c'était pas le projet. Le projet était sonore, essentiellement, oui, surtout. C'est pourquoi je précisais dès le départ que voilà, c'était à la lisière, c'était pas vraiment concerné, mais ça convoquait voilà, certaines... il y avait des échos aussi de ce que j'ai entendu ce matin sur Bachelard aussi, de l'intervention sur Bachelard, dans ce qui est aussi évoqué dans cet objet. Oui, oui. C'est assez anecdotique. Je ne connaissais pas du tout l'artiste qui s'est enterré dans le sable. Et ça a duré combien de temps, l'expérience? Je ne sais pas très exactement. Parce que c'est un tuba qu'on voit. Enfin, il y a un petit trou là. Non, c'est le corps qui commence à émerger. C'est son doigt. Ah, c'est son doigt. Ouais. Ah, il respire pas. Ouais. D'accord, ok, je pensais qu'il avait un tuba un truc pour respirer. Mais je ne me souviens plus en fait du temps qu'il est resté. Mais c'est voilà, imagé totalement jusqu'à complètement disparaître. Et puis il a restitué cette performance par le biais d'une série de photographies. On le voit voilà, sortir doucement du sable. Oui.